Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'Organisation internationale du travail où nous abordons les questions et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr les effets de la pandémie. Mon nom est Fleur Ondelay. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bonheur au travail. Et je voudrais commencer en posant quelques questions plutôt délicates à nos auditeurs. Êtes-vous heureux au travail? Vos employés sont-ils heureux au travail? Qu'est-ce que le bonheur au travail? Qu'est-ce qui influence notre bonheur et combien de personnes sont en fait heureuses au travail? De plus en plus d'études montrent que le bonheur au travail est important. Qui plus est, le bonheur au travail ou son absence se répercute sur des domaines tels que la productivité, l'innovation et même la fidélisation du personnel. Nous allons parler de ce sujet avec Michel Guillemin, professeur émérite de l'Université de Lausanne et passionné par la promotion de la santé au travail de plus de 30 ans. Il a fondé l'association Santé Globale et Travail, qui a pour but de construire un dialogue entre les professionnels de la santé du travail et les responsables d'entreprise. Merci Michel d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, comment définissez-vous le bonheur au travail? Quels sont les facteurs qui y contribuent? Alors, la notion de bonheur est quelque chose de très particulier parce que, en fait, le bonheur, c'est une notion personnelle. Nous sommes heureux en fonction de nos valeurs, de nos critères, de notre éducation, de notre milieu social. Donc, il n'y aurait pas de définition très officielle pour tout le monde du bonheur au travail. Et en fait, quand on parle du bonheur au travail, on parle du bien-être, de la satisfaction. Et c'est un accord qui s'est fait du point de vue scientifique, en somme. C'est que quand on parle du bonheur au travail, on ne parle pas de cette notion personnelle, on parle plutôt du bien-être. Alors effectivement, c'est aussi personnel, mais ça n'est pas exactement l'essence du mot bonheur qui serait un bien-être total, etc. Donc, soyons bien clairs dès le début, nous parlons de satisfaction au travail, bien-être, qualité de vie. Et c'est d'ailleurs les gens qui font le World Happiness Report ont soulevé cette problématique et ils ont dit non, on va rester sur le mot bonheur parce qu'il a une certaine puissance. C'est vrai que le bonheur, bon, on est tous attirés par le bonheur. Donc voilà, bonheur c'est une vision, mais c'est aussi un objectif de satisfaction et de bien-être. Alors, les facteurs qui contribuent, ben, ils sont extrêmement nombreux parce qu'il y a les facteurs qui sont sur le plan personnel, c'est nos valeurs, etc., comment on se sent reconnu et tout. Il y a le plan relationnel, c'est-à-dire comment on s'entend avec notre patron, nos collaborateurs, etc. Et puis, il y a le plan social, comme notre statut social, notre situation économique, etc. Donc, il y a toute une série de facteurs qui contribuent au bien-être au travail ou Mhm, bien au mhm. mal-être, évidemment. Que savons-nous en fait du bonheur et du bonheur au travail en particulier? Comment pouvons-nous le mesurer? Voilà. Donc, les gens qui s'occupent de cette science du bonheur au travail ont développé des méthodes pour le mesurer. Alors, il y a eu d'abord vous avez certainement entendu parler du Bhoutan, cet État qui a décidé de remplacer le produit intérieur brut par Oui. le produit de bonheur brut. Et ils ont développé toute une méthode. Alors évidemment, c'est une méthode qui va peut-être pas très bien s'appliquer au bonheur au travail parce qu'elle s'applique à la société en général, mais c'est une stratégie très intéressante et d'ailleurs scientifiquement très fondée, qui a été transposée dans le milieu du travail où on a décidé de catégoriser, si on veut, les facteurs au moyen de questionnaires. Et ça, c'est une méthode qui a été développée par l'OCDE, qui a fait un guide qui existe pour mesurer la qualité de vie au travail. Alors, ça concerne la satisfaction générale, le revenu, l'état de santé, le vécu émotionnel au travail, les possibilités d'épanouissement, etc. Donc, cette mesure est possible et elle se fait, et le fait qu'il y ait un guide, eh ben, c'est vrai, c'est un peu rassurant parce que là, on a une méthode
validé par des experts, qui a fait ses preuves. D'accord. Voilà. À votre avis, les gens sont-ils plus heureux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'on n'a pas de recul. Il n'y a pas eu d'enquête comme elles se font maintenant, il y a 10 ans ou 20 ans. Les critères ont probablement énormément changé. Maintenant, il y a plus d'exigences de satisfaction, de bonheur qu'avant. Avant, on était déjà content d'avoir un job et puis on était fidèle à notre patron, à notre entreprise. Maintenant, tout a changé. Donc, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Ça, je peux pas dire. D'accord, et vous avez une idée sur, l'impact de la pandémie sur, le bonheur au travail? Oui, je pense que la pandémie a remis un petit peu les choses à leur place parce on a été confronté déjà à un certain isolement et on a dû se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et le fait de se retrouver seul à la maison, confiné, obligé de télétravailler. Ça a remis un petit peu de l'ordre, mais ça a aussi, souligné, ce besoin qu'on a de contacts sociaux et cetera. Ça a resitué les valeurs d'une certaine manière et je pense que les effets de la pandémie sont quelque chose qu'on n'a pas encore, bien évalué, mais qui sont importants et qui vont certainement influencer sur, les organisations des entreprises, le management, à l'avenir. Parce que le management, il est confronté justement au fait que les gens demandent Je de vois. plus en plus Mmh. de télétravail, de liberté d'organiser leur temps. Puis ça, évidemment, ça peut être délicat parce qu'après, on ne sait pas si les gens travaillent ou travaillent pas. Et ça repose le problème du contrôle. Pendant la pandémie, les gens qui étaient dans des entreprises avec un système de gouvernance un peu traditionnel était contrôlé. Le nombre de fois où il bougeait la souris ou des choses comme ça, complètement débile. Mais et ça démotive totalement les gens. Mais c'est une traduction des méthodes obsolètes de la gouvernance traditionnelle, hiérarchique, contrôle, reporting, voilà, etc. Donc ça a été assez, disons, salutaire de mettre en évidence ça, parce que plus vous contrôlez les gens, plus ils ont envie de tricher. Moins vous les contrôlez, moins ils ont envie de tricher. Et ça, c'est ce qui a été compris dans les nouvelles gouvernances. Les gens ont dit oui, c'est vrai, il y a des tricheurs, mais ça nous coûte beaucoup moins cher de, d'éponger un peu les frais des tricheurs que de dépenser des millions pour contrôler les autres gens. Et le fait de les contrôler les démotive. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore changé dans les mentalités, mais de plus en plus, les entreprises se rendent compte que le facteur confiance est un facteur extrêmement important. Et évidemment, la confiance en ses collaborateurs, confiance en son patron, ben ça participe au Ouais, bonheur au travail. ouais. Alors, vous avez déjà, abordé un peu ce sujet, mais vous pouvez continuer sur, pourquoi le bonheur au travail, est si important? Donc est-ce qu'il entraîne une augmentation de productivité peut-être? Ça, c'est sûr. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont mesuré ça, même des gens qui ont fait des études sur le facteur spirituel, c'est-à-dire les valeurs, pas la spiritualité au sens religieux du terme, mais la spiritualité au sens du bien-être de l'esprit. Et ils ont montré que les entreprises qui tiennent compte de ça ont des bien meilleures performances. Et puis c'est une performance qui se traduit aussi par une fidélité des collaborateurs, par justement le fait qu'ils vont beaucoup moins tricher, ils vont être beaucoup plus dévoués à leur entreprise. Donc ça, c'est une certitude scientifique que la satisfaction, le bien-être au travail augmente la performance aussi économique de l'entreprise et son image de Oui. marque. Quel est, à votre avis, le lien entre la santé au travail et le bonheur au travail? Ah, je pense qu'il est très, très étroit, ce lien, parce que le bonheur au travail, ça fait partie de la santé. La santé, on dit, hein, comme l'OMS, un bien-être total sur le plan physique, mental et social. Il manque évidemment le plan spirituel, parce que ça, c'est une question politique. Mais en fait, la santé globale, c'est ça, c'est ces quatre dimensions. Physique, être bien, voilà, ne pas avoir de maladie. Mental, être bien dans sa tête, social, être bien dans la société avec les autres, et spirituel, moral, c'est-à-dire être
en cohérence avec nos valeurs, celles qui donnent du sens à notre vie, à notre travail. Donc forcément que bonheur au travail et santé sont étroitement liés. Et puis chacune des dimensions que je viens de citer pour la santé globale, elles interagissent entre elles. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, au mental, ça va peut-être se traduire sur le corps, mais ça va peut-être aussi se traduire sur votre comportement avec les autres, etc. Donc cette approche globale de la santé inclut le bonheur au travail et est très importante dans l'approche maintenant qu'on a de la santé au travail. La santé au travail, elle doit approcher la santé sous tous ses aspects. Alors que traditionnellement, jusqu'à maintenant, elle a presque uniquement abordé l'aspect physique et mental. Merci. Alors, nous avons vu ces derniers temps l'apparition de responsables de bonheur, responsables du bonheur au sein des entreprises. Donc, que pensez-vous de ce concept émergent de Chief Happiness Officer? Je dois dire que je suis assez réservé sur l'apparition de ces gens parce que si on prend le problème du point de vue simplement avec un recul scientifique, on se dit, ah oui, alors Chief Happiness Officer, ça va être celui qui a étudié la science du bonheur, qui a des compétences justement dans cette science, dans la sociologie, dans la psychologie, d'autres disciplines, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce sont des gens dont la formation n'est absolument pas encore cadrée, certifiée, et à qui on donne quelques cours. D'après mes renseignements, il faut 3 4 semaines pour avoir un certificat de Chief Happiness Officer. Et puis, après, on les laisse dans la nature. Alors, si on les laisse avec un certain pouvoir de décision, ben, peut-être qu'ils vont faire des choses bien. Mais souvent, c'est une étiquette, c'est-à-dire j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps une femme qui était Chief Happiness Officer. Elle disait, mais chaque fois que je propose des idées, on me dit non, ça va pas, c'est trop cher. Donc, elle était totalement frustrée, ce qui est déjà pas terrible pour un Chief Happiness Officer, pour essayer de répandre le bonheur avec les autres. Et puis, ça met le doigt sur un dysfonctionnement des sociétés qui s'équipent de responsables du bonheur, mais qui, en fait, ne veulent qu'une image de marque pour eux. Et puis, la satisfaction des gens, ils la traduisent par simplement des meetings, des repas ensemble, du ping-pong, des choses comme ça, et ne touchent absolument pas les conditions de travail. D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas de compétences de santé au travail. Donc, pour moi, je suis assez réservé. L'idée est bonne, mais maintenant, elle est mal appliquée. Alors, quels risques pouvons-nous encourir si nous ne sommes pas heureux au travail? Alors ça, c'est clair que, on va surtout, toucher le plan mental, hein, mais aussi évidemment le plan, moral. Si on n'est pas heureux au travail, ça disons, on le voit malheureusement beaucoup, c'est la souffrance au travail, c'est quelque chose qui, malheureusement continue à augmenter, les burn-out, la dépression. Il y a des métiers, très difficiles comme, les soignants, les enseignants, les gens qui sont soumis aussi aux agressions des clients, les caissières dans les grands magasins. Donc il y a passablement de jobs qui sont très difficiles et où on n'arrive pas à maîtriser ces risques. Et là, ça se traduit justement par des dépressions. Le pire, bah, c'est les suicides. Et les suicides, c'est une réalité. On oublie souvent que les agriculteurs sont dans des situations souvent dramatiques parce qu'ils sont confrontés à des grands trusts qui vont négocier avec eux des prix de produits dérisoires qui ne leur permettent pas de vivre. Ben, il y en a qui se suicident. C'est la traduction de la plus grande souffrance possible. On se supprime parce qu'on n'arrive plus à supporter cette souffrance. Donc la souffrance au travail et tout ce qui se traduit aussi sur l'hygiène mentale, la dépression, l'addiction, ce sont des effets graves. Alors on va dire, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien au travail? Oui, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on est dans un enfer dont on n'arrive pas à se sortir.
parce qu'il y a des conditions qui l'empêchent. Et puis ça, ben évidemment, les conditions, ça dépend beaucoup de l'entreprise, de la politique, du cadre social, etc. Donc, oui, si on n'est pas heureux, et si on est malheureux, eh bien, ça va se traduire par des effets sur la santé. Et puis évidemment, comme les effets sur la santé, quand ils sont mentaux, ben, ils vont se traduire aussi par des effets sur le physique, la santé physique. Et puis les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose de très clairement mis en lien avec les conditions de travail. On dit d'ailleurs qu'une des grandes causes de la mortalité à cause des conditions de travail, c'est des heures supplémentaires excessives. Au-delà de 55 heures à 60 heures par semaine, les maladies cardiovasculaires augmentent et la mortalité par ces maladies est très grande. Donc, les gens qui sont indépendants, ils travaillent souvent beaucoup plus que ça. Parce il faut vivre, il faut faire, ou alors les petits patrons qui veulent faire vivre leur entreprise, ils travaillent comme des fous. Et ben, ça se traduit par des effets sur leur santé. Tout ça, c'est des choses qui sont malheureusement pas assez bien mises en valeur, en évidence. Pour moi, il y a un énorme manque de conscience, de prise de conscience de l'importance du travail. Et c'est très bien de parler du bonheur au travail parce que, en fait, c'est vraiment le but que nous visons tous. Et maintenant, comment y arriver? Ben voilà, tout Oui, ça, c'est des oui, problèmes immenses. c'est clair. Ouais. En fait, quand vous avez introduit le sujet, vous avez mentionné aussi que, un des facteurs qui peuvent contribuer à la satisfaction au travail, c'est justement le salaire. Donc les cadres sont-ils plus heureux que les employés? Alors oui, il y a des statistiques à ce sujet. Et c'est évident que les gens qui ont une certaine marge de manœuvre au travail ou qui ont des professions qui leur laissent une certaine liberté, eh ben, ils sont plus heureux, plus tranquilles, plus satisfaits au travail et les cadres font partie de ça. Il y a évidemment des gens comme moi, professeur d'université. C'est un type qui a tout loisir de faire la recherche qu'il veut, l'enseignement qui le motive. Forcément, il va être plus heureux qu'une caissière de grand magasin qui est agressée par des clients fâchés, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. Et dans la hiérarchie que j'ai sous les yeux là, effectivement, manager, cadre, dirigeant, ce sont les gens qui ont l'air d'être le plus satisfaits dans les statistiques. Puis ceux qui sont le moins satisfaits, c'est, comme j'ai dit avant, les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs, les gens qui travaillent dans les forestiers, etc. Ça, c'est les deux extrêmes, si vous voulez. OK, merci. Et quel est le rôle des employeurs, des travailleurs ou peut-être encore des gouvernements dans tout ceci? Ah ben, il est fondamental. Et ça, vous touchez ici avec cette question le cœur du problème, je dirais, parce que c'est la conjonction des efforts de tous ces partenaires, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, qui doivent travailler ensemble sur cette amélioration des conditions de travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu la convention 187 de l'OIT en 2006, cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Et ça définit le fait qu'il faut que les pays s'équipent d'une politique générale, d'objectifs et de mise en route de mesures dans ce sens-là. Donc effectivement, tous les partenaires sociaux sont concernés et c'est une question éminemment politique. Alors il y a des pays qui essayent de s'équiper d'une politique, etc. Puis il y en a d'autres qui refusent complètement. La Suisse en est un. La Suisse a refusé cette convention parce qu'elle ne veut pas établir une politique de santé au travail qui touche la santé publique. Et c'est un énorme problème. Donc, il y a d'autres pays qui ont bien compris que la santé au travail, dans son aspect non légal et non assurance, c'est un immense sujet, un immense problème de santé publique. Et ça, c'est très important. Et c'est grâce à une prise de conscience comme ça et une volonté politique qu'on peut avancer. Est-il possible, selon vous, de changer la situation actuelle à l'échelle mondiale? Oui, évidemment, dans des périodes de crise qu'on est en train de vivre maintenant, c'est une question bien délicate, mais il y avait un grand responsable de santé publique qui m'avait dit, oui, oui, vous avez raison, la santé au travail, c'est très important, mais on n'a pas encore assez souffert.
Et c'est un petit peu ça le problème. Il faut que ça soit pire, qu'il y ait encore plus de suicides, qu'il y ait encore plus de maladies, etc. Vous direz, il faut peut-être faire quelque chose. Mais pour l'instant, la prise de conscience politique, elle est insuffisante. Elle existe, mais elle est insuffisante. Et ça, oui, c'est le problème le plus important. Pour qu'on soit heureux au travail, il faut que notre travail ait du sens. Et c'est du sens pour nous, mais pour la société. Donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience fondamentale qui touche justement cet aspect de la santé que moi j'appelle santé spirituelle, la santé de l'esprit. Eh bien, elle est encore beaucoup trop absente des préoccupations des décideurs à tous les niveaux. OK, il y a encore du chemin à faire. Oui, alors ça, vous pouvez le dire. Alors, pour conclure, êtes-vous heureux au travail? Il me semble Bah, que oui. moi, ce que j'ai réalisé en quittant le travail rémunéré, c'est que le travail non rémunéré, c'est aussi du travail. Et c'est un problème aussi de société, dans le fond, parce que on dit que les gens qui font le travail domestique, à la maison, les enfants, le ménage, les courses, etc., ben, c'est pas du travail. Mais oui, c'est du travail, comme les autres travaux. Le fait d'être bénévole dans une association, c'est du travail. Il faut considérer le travail comme une activité qui vise un but. Et c'est ce concept-là que moi je défends. Il n'y a pas que le travail rémunéré, il y a l'ensemble du travail, de nos activités. On est tous au travail. Et quand moi je fais un hobby, j'ai un hobby qui me plaît beaucoup, je travaille ce hobby. Et pour rester compétent, je m'exerce. Donc tout ça, ça fait partie de cette approche globale que j'essaye de défendre pour considérer le travail, pas seulement le travail rémunéré, mais toutes nos activités comme une forme de travail. Et dans toutes ces activités-là, on peut essayer d'y mettre du sens, d'y mettre des valeurs et d'être heureux dans ces activités. Je suis heureux, effectivement. Merci. Bah, merci beaucoup, Michel, pour le partage de vos points de vue. Nous avons parlé du bonheur au travail avec Michel Guillemin, professeur honoraire de l'Université de Lausanne et expert indépendant. Et nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail.